Donc on va avancer dans le programme. Donc l'équipe de Marseille, justement pour clarifier peut-être ce point, et la place du dédoublement du RAL. C'est bon. Ok. Donc merci de me donner l'occasion de parler de cette technique. Bon, en fait, que tout le monde connaît déjà un peu, hein, il n'y a rien de bien nouveau, mais c'est quelque chose qu'on fait maintenant à Marseille depuis 10 ans. On a vraiment commencé en 2014. Le rationnel pour ça, c'était en fait on avait la même diversité que partout ailleurs, en fait, à essayer de choisir sur des critères anatomiques d'IRM, dans quel cas est-ce qu'on va faire ouverture, plastique, coagulation des amygdales cérébelleuses, quand on parle des caries vraiment primitifs, par opposition aux caries induits, bien sûr. Et puis, moi, j'ai eu un cas personnel en 2014 avec sans doute une situation où j'avais mal interprété un trouble global de la circulation du LCR et avec une problématique de pseudoméningocèle, de fuite qui s'était vraiment très très mal passée et qui m'avait un petit peu découragé de la chirurgie des caries, surtout dans les cas un petit peu ambigus et limites. Je freinais des 4 fers avant d'opérer un carie. Et puis, c'est vraiment à cette période-là que Didier Scavarda était tombé sur la vidéo chirurgicale c'est donc Nathan Selden, qui expliquait quelle était sa façon de procéder pour faire le dédoublement de Durmer. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ce qu'on avait cru comprendre jusqu'à présent et qu'on ne faisait pas tout à fait ce geste-là. Donc on a commencé à opérer les enfants comme ça. Et en fait, on n'est jamais vraiment revenu dessus. Donc bon, là, on a essayé de reprendre un petit peu ces cas-là. Donc en 10 ans, on a 93 enfants qui, sur la codification CCAM, correspondent à la décompression de la charnière sans ouverture de la Durmer. Donc pour la petite étude qu'on est en train de faire, on a un petit peu mis de côté tout ce qui était caries secondaires, caries liées à des craniosténoses. On n'a bien sûr pas inclus quand on fait une distraction postérieure et qu'on ouvre le foramen magnum dans le même temps chirurgical, on a mis ça de côté. Et puis, bon, il se trouve que voilà, il y a quelques anciens dossiers où on n'avait pas les imageries sur le PAX, donc on les a un peu mis de côté. Mais globalement, on a regardé sur 53 patients, 30 filles, 23 garçons, un suivi moyen de 29 mois. Les manifestations cliniques, bon, ça représente à peu près ce qu'on trouve dans les séries de caries, hein, une majorité de céphalées chroniques avec parfois une symptomatologie à l'effort. Et puis, bon, on a un recrutement aussi effectivement par nos collègues d'orthopédie qui font des IRM médulaires systématiques et qui peuvent donc, sur un bilan de scoliose, mettre en évidence une syringomyélie associée à un carie. Dans le bilan préopératoire, on fait systématiquement, bien sûr, si ça n'a pas été le cas, une IRM cérébrale, une IRM médulaire. Plus que la définition, comme pour tout le monde, hein, je pense qu'on est tous d'accord, de mesurer en millimètres la hernie des amygdales cérébelleuses sous le plan du trou occipital. Ce qu'on retient, c'est vraiment l'aspect typique avec des amygdales bien triangulaires, avec une disparition de la grande citerne. Sur les séquences de flux, on ne voit pas d'artefact de flux au niveau de la charnière. Et c'est ça les critères que l'on va retenir. Donc sur notre série, sur la moelle, on avait la moitié des patients à peu près qui avaient une syringomyélie, qu'elle soit symptomatique ou non. Donc je vous présenter en fait la technique opératoire telle qu'on l'a fait. Hein. Donc bon, on commence par une décompression osseuse, ensuite on fait le dédoublement. L'idée, c'est de faire vraiment cette libération en losange sur la jonction crânio-cervicale, comme on voit sur le petit schéma. Et je vais vous montrer sur une petite vidéo sur l'exposition osseuse, donc pas de différence avec ce qu'on peut faire classiquement. Et le geste se fait intégralement sous microscope opératoire. On va ouvrir le ligament atlanto-occipital. Et c'est à partir de là qu'on va en fait réaliser le dédoublement. Donc, pardon, hop. Comment est-ce que je fais pour retourner en arrière? Non. Voilà, c'est bon, merci. Pour lancer la vidéo. Ouais. Ok, donc là on vient de passer sous microscope, on en est au fraisage
latérale du trou occipital. La vidéo est un petit peu accélérée, hein. Donc on voit déjà que sur ce geste, on a une remontée de la dure mère, hein, ce qui confirme que dans bon nombre de situations, un geste de décompression osseuse, c'est suffisant. On applique de la cire sur les berges osseuses, à la fois pour avoir l'hémostase, et puis aussi dans l'idée peut-être un peu empirique que ça peut diminuer la réossification. Ensuite, on fait l'ouverture du ligament atlanto-occipital, et puis à partir de là, on essaie de passer sous le plan vasculaire. Alors là, c'est un bon exemple d'une fois où c'est pas terrible, parce qu'en fait, je ne suis pas dans le bon plan, on voit, c'est pour ça que ça saigne beaucoup. Alors il faut essayer de ne pas coaguler le feuillet profond qu'on va laisser en place. Et vraiment, l'idée, c'est quand ça commence à saigner, on ne perd pas patience, on met un hémostatique et on passe de l'autre côté. Généralement, quand on en a fait un côté, l'autre côté devient plus simple parce qu'on retrouve plus facilement le bon plan. Il faut vraiment passer dessous. C'est une des rares situations où je trouve que c'est pertinent de se faire aider à l'aspi par un aide, parce que en fait, ça va un peu saignoter comme ça tout le long. C'est jamais un saignement très abondant. Il n'y aura jamais de problème hémorragique majeur, mais ça peut gêner un petit peu la vision qu'on a. Donc il faut aller dans ce plan en soulevant vraiment le plan vasculaire. C'est ça qui est important, parce qu'on va ne laisser que le feuillet le plus profond. Donc ce qui est important, c'est au niveau de ce sillon qui est formé par la dure mère entre l'hémisphère cérébelleux, l'amygdale et la jonction. On a vraiment ce sillon qu'il va falloir déplisser. C'est à ce niveau-là que le geste a tout son intérêt. Voilà, là, on coagule que ce qu'on va enlever, bien sûr. Et là, si vous regardez, par transparence, on commence à voir battre les amygdales cérébelleuses qu'on ne voyait pas au début. Ensuite, on va continuer, on va faire la partie haute du losange. Donc c'est pareil, il faut bien passer sous le plan vasculaire, bien faire attention à un sinus occipital médian éventuel. Globalement, on arrive, même quand il reste un peu de sinus occipital médian, à le faire partir avec le plan qu'on enlève. Voilà, bon, on continue ça comme ça. Et ensuite, on va aller au niveau plus cervical. Là, c'est plus facile généralement de passer vraiment au niveau le plus superficiel. Le plan vasculaire est moins riche. On voit que sur la partie droite de l'image, qui correspond à la partie gauche, alors c'est en accéléré, le patient n'est pas en tachycardie, mais on voit que les amygdales cérébelleuses deviennent battantes, ce qui n'était pas le cas au début. Bon, voilà. Ok. Bon, globalement, on essaie d'enlever tout ce qu'on a pu coaguler et décoller. Quand on n'a pas ce sinus occipital qui nous embête, on peut vraiment remonter assez haut la pointe supérieure du losange pour gagner une expansion qui permettra en fait de se projeter en regard de la grande citerne. Bon, voilà. Je ne sais pas si je peux avancer un tout petit peu. Voilà, on résexe ça. Et je crois que voilà. Donc là, en fin d'intervention, on a le fameux losange dont je vous parlais. Là, la vidéo n'est plus accélérée, donc on voit bien les amygdales cérébelleuses battantes. Et on a une vraie transparence. On ne coagule que ce qu'on a pu décoller, pas du tout de coagulation au contact du feuillet. On a presque l'impression que c'est l'arachnoïde, mais ce n'est pas l'arachnoïde, très clairement. Il reste un petit feuillet, vraiment le feuillet le plus profond de la dure mère. Hop, ah pardon. Ok. Alors, je ne sais pas comment passer dans l'autre sens. Je vais essayer de ne pas vous la remettre quand même. Ok. Donc, c'est des enfants qu'on garde. Bon, on leur fait quand même passer une nuit qui ne sert pas à grand-chose en soins continus.
On ne fait pas d'IRM parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt en post-opératoire immédiat. Généralement, les enfants rentrent à la maison entre J3 et J4. Et très clairement, nous, on trouve qu'il y a une diminution de la consommation dentalgique et que par rapport à des patients pour lesquels on a ouvert la dure-mère, il y a une vraie différence en termes de suite opératoire. Les petits tips and tricks à retenir, c'est de surtout pas coaguler sur le feuillet que l'on laisse en place. Bon, cirer les berges osseuses, ça vaut ce que ça vaut, mais nous, on le fait dans l'idée d'éviter une reconsolidation et une reformation d'os. On fait l'hémostase par tamponnement et c'est vraiment utile, quand ça commence à saigner, de passer de droite à gauche. Hein. C'est-à-dire que quand ça saigne à gauche, on va travailler à droite et y revenir plus tard, ça finit toujours par s'arrêter. Le bon plan, c'est sous le plan vasculaire. On a tous ouvert des dure-mères de fosse postérieure pour opérer des tumeurs. Et dans un premier temps, quand on met le premier coup de bistouri, eh ben, on a un saignement. Bon, donc ce plan-là, en fait, ce n'est pas le bon plan. Il ne faut pas rester dans ce plan. Il faut vraiment passer dessous. C'est ça qui permettra à la fois d'avoir un vrai plan anatomique et puis de traiter un éventuel sinus intra-durmérien et puis à la fin d'avoir cette véritable transparence. Sinon, on n'a pas une bonne visualisation à la fin des amygdales bien libérées. Et l'idée, c'est vraiment de déplisser ce sillon qu'on va avoir, qui est initialement invaginé avec la présence du trou occipital et le voir complètement à plat, comme on voyait à la fin sur l'image, où bon, certes on n'a pas la 3D, mais on voit bien qu'on a quelque chose qui est plan, on n'a plus en fait cette invagination de la dure-mère. Alors l'échographie, effectivement à la base on avait commencé avec l'échographie, puis finalement on s'est rendu compte que quand on était bon sur le geste, quand on avait fait ce qu'il fallait, on avait une transparence et qu'on voyait vraiment les amygdales cérébelleuses battre. Et en fait, on arrive à percevoir qu'il y a un espace en fait, au niveau des espaces sous-arachnoïdiens qui se créent. Donc on le voit de visu. Donc je pense, oui, l'échographie à la base, dans le cadre de la courbe d'apprentissage, c'était pas mal, mais finalement, on n'en a plus vraiment d'utilité. Initialement, on a eu, dans le début de la courbe d'apprentissage, 2 brèches durales. Une a été suturée sans fuite particulière. Chez un autre enfant, ça a entraîné une petite pseudoméningocèle chez un patient qui est resté symptomatique et c'est un des patients qu'il a fallu reprendre secondairement. L'autre complication, c'est on a eu un patient qui a eu une petite suppuration post-opératoire superficielle, donc vraiment très très peu de complications et une très bonne tolérance globalement. On peut considérer que c'est efficace puisque sur le symptôme céphalée, on a une rémission des céphalées déjà sur plus de la moitié des cas à la constatation de 1 mois et à 3 mois à 83%. Sur le plan de la scoliose, on en parlait un peu tout à l'heure, donc on avait 10 patients qui avaient une scoliose, une déformation scoliotique significative. On en a 7 pour lesquels on a eu une stabilisation ou une amélioration après le geste de décompression, donc qui n'ont pas eu besoin de chirurgie de la scoliose. Il y a 2 patients qui ont été opérés dans l'année qui a suivi. Alors peut-être qu'on aurait pu se donner un petit peu de temps effectivement et attendre effectivement une amélioration, mais ils étaient assez sévères sur le plan de la scoliose. Et on avait un patient qui était en attente de chirurgie et qui devrait l'être. Ce qu'on attend de l'IRM post-opératoire, la première on l'a fait à 3 mois, c'est en fait ce type de résultat. Ça c'est l'IRM de l'enfant dont je vous ai montré la vidéo. Donc à gauche c'est le pré-op. Et à droite le post-op à 3 mois, ce sont tous les 2 DT2. Donc à droite, on voit la forme arrondie des amygdales cérébelleuses qui a perdu ce caractère triangulaire caractéristique. On voit un artefact de flux, hein, c'est un T2, hein, donc ce qu'on voit en hyposignal, c'est bien un artefact de flux sur la circulation du liquide céphalorachidien. Et on ne se préoccupe pas de mesurer la hauteur des amygdales cérébelleuses, on se contente de ce changement de forme et de voir du LCR en arrière en fait. On a 4 patients sur la série pour lesquels on a dû faire une reprise chirurgicale avec plastie durale. Voilà. Donc, dans un cas, c'était un patient qui était pas très symptomatique, mais qui n'avait pas du tout d'amélioration sur une syringomyélie bulbaire qui paraissait effectivement assez agressive. Et Didier avait souhaité la réopérer précocement parce qu'il n'avait pas confiance dans son geste. On a un patient qui avait cette petite arachnoïdocèle sur une brèche de dure-mère et vraisemblablement cette arachnoïdocèle avait une participation compressive sur la fosse postérieure, donc pareil, il a été repris.
Et on a deux patients pour lesquels on a considéré qu'on avait une amélioration qui n'était que partielle, que d'un point de vue de l'imagerie, même en attendant un petit peu, ce n'était pas encore satisfaisant. Donc, à la fois sur critères cliniques et radiologiques, il a fallu les réopérer. On a deux patients pour lesquels, effectivement, on est encore en surveillance. On n'a pas pris la décision de les réopérer, mais c'est quelque chose qui pourrait se produire. Un exemple de situation où voilà, c'était une ado qui avait une symptomatologie céphalalgique très très invalidante, qui ne souffre pas de sa syringomyelie, même si elle est très significative. Et en post-op, on voit qu'il y a une expansion. Effectivement, on a un changement de forme sur la fosse postérieure. Ici, on avait cette angulation. Donc, on a gagné une expansion. Hein. C'est comme si on tirait un peu un trait droit. Pour autant, elle restait très céphalalgique. Donc voilà, c'est dans ce genre de situation, c'est un des 4 cas où on a repris la chirurgie plus de 6 mois après l'opération initiale, fait une plastie durale, coagulation des amygdales cérébelleuses, et ça a réglé le problème. Donc moi je dirais que c'est une technique qui est efficace à la fois sur les critères cliniques et d'imagerie. On a vraiment peu de complications, c'est bien toléré. Alors, Federico a parlé tout à l'heure de ces situations un petit peu ambiguës où on ne sait pas très bien si on est sur une craniosténose, sur un chiari primitif ou sur un chiari secondaire. Je pense que quand on est dans un chiari secondaire et qu'on l'a mal diagnostiqué, faire une ouverture de Durmer, ça nous met face à toutes les situations de complications qu'on puisse avoir. Quelque part, cette situation, ce n'est pas une ceinture de sécurité, cette opération, mais on n'aggrave pas les patients. Même quand on s'est planté sur le diagnostic et sur la physiopathologie du chiari, en fait, le fait de ne pas avoir de fuite de liquide céphalorachidien, ça fait qu'on n'aggrave pas les patients. Au pire, on ne les aurait pas forcément bien améliorés, même si globalement, ils sont tous plutôt bien. Donc voilà, c'est pour ça que nous, en première intention, même dans les situations où on n'a pas des critères radiologiques qui nous font penser qu'il y a beaucoup à gagner sur le plan osseux, on continue à privilégier cette technique-là. Et là, on est en train d'essayer de regarder sur des critères d'imagerie et de mesure de volume s'il y a moyen de sélectionner dans quel cas, dans quels critères on doit tout de suite aller sur une plastie durale et mettre de côté la technique du dédoublement. Voilà. Merci. Oui, Cyril. Tu dis que tu fais une vraiment à ce moment, mais tu fais un scan à J1. Ouais. Bon, le scan à J1, c'est pour vérifier qu'il n'y a pas d'hématome, hein, tout bêtement. C'est peut-être, tu as raison, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça reste notre culture d'éliminer une complication post-op immédiate. À ce moment-là, généralement, je pense que ce ne serait pas le bon moment pour évaluer la restauration du passage du liquide céphalorachidien. Sur notre scan, on a une petite hypodensité qui peut correspondre au flowcil ou au surgiflow qu'on a mis. Je pense que ce n'est pas le moment de faire une IRM. Après, si tu as accès à l'IRM en post-op, tu fais tout, tu fais les deux en même temps. Pour nous, avoir une IRM en post-op, c'est réservé aux tumeurs. Donc voilà. Mais maintenant, le scan ne m'avance pas plus que ce que ferait une IRM. C'est que je ne me donne pas la peine d'avoir une IRM à ce moment-là. Pour poser jusqu'au bout, dans combien de cas tu as compris un malade failli de complication? Oui, je suis d'accord, effectivement. Écoute, ouais, chirurgie où on ouvre le crâne, on fait encore une imagerie. Bon, on ne le fait pas pour les craniosténoses, tu as raison, on pourrait ne pas le faire pour les chiari, c'est vrai. Oui, une remarque, chez les adultes, il y a eu un consensus international à Milan, où on était quelques-uns à être présents, pour la plastie de Durmer, de façon relativement claire chez les adultes. Alors tu dis c'est inoffensif. Alors évidemment, il y a eu dans différents services d'adultes des collègues qui ont fait, peut-être qu'ils font encore, le dédoublement dural chez les adultes. Alors on dit souvent que l'aménage de l'enfant est beaucoup plus élastique et que du coup... Je crois qu'il n'y a pas de fibre élastique dans la Durmer, si je me souviens bien, c'est ça le paradoxe. Mais sincèrement, moi, je me suis posé la question quand j'ai opéré un jeune de 17 ans, est-ce que ça va être très différent? Mais en fait, je ne crois pas avoir vu de différence. Alors, 17 ans, peut-être qu'on est encore vraiment dans le champ de la pédiatrie. Et peut-être, je ne sais pas quels sont les chiari qu'il faut opérer chez les adultes. Hein, mais, Alors, on a vu quand même, du coup, arriver des complications qu'on n'avait jamais vues.
C'était des malades qui avaient un Chiari, qui n'avaient pas de syrinx, qui avaient un dédoublement dural, je parle d'adultes, hein, et chez lesquels on a vu apparaître une cavité syringomyélique en post-opératoire. Et la cavité pouvant être évolutive sur une certaine période, ce qui est quand même un paradoxe. Ouais. Comme s'il y avait une espèce de répartition, comme si ça circulait peu, mais de façon à peu près équilibrée peut-être entre les deux secteurs crâniens et rachidiens, qu'après la décompression, elle permettait une recirculation, mais seulement peut-être de façon un petit peu unidirectionnelle, et peut-être pas une remontée vers le secteur crânien. Et bref, du coup, nous, on est tombé face à ces situations qui sont relativement peu décrites dans la littérature, mais qui existent, on en a une demi-douzaine à peu près. Moi, je voulais te poser une question par rapport au sinus, parce que tu dis, bon, il faut être sous le plan vasculaire, mais d'abord, quand ça saigne, on ne sait plus très bien où on en est. Est-ce que vous essayez d'identifier un sinus anormal occipital, un gros sinus, avant par exemple, de l'IRM T1 Gado, oui. Ou pas? Oui, complètement, oui. On fait vraiment attention à ça. Ça fait partie des choses qu'on regarde, qu'on analyse sur l'IRM préop. Et en fait, c'est en ça que c'est vraiment important, quand on se rapproche de la ligne médiane, de passer vraiment sous ce plan vasculaire qu'on devine très bien au niveau du trou occipital. Et en remontant, il faut vraiment être dans ce plan-là. Si on reste dans le premier espace sur lequel on tombe beaucoup plus facilement sous le feuillet le plus superficiel pour nous, et qu'on suit en fait ce plan dans lequel on voit tous les vaisseaux, si on a un sinus occipital médian, et c'est souvent le cas en pédiatrie, là on prend une bonne douche, quoi. Donc oui, il faut vraiment passer dessous. C'est un petit peu plus fréquent dans les chiaris, la présence d'un sinus occipital. Oui, puis après même en pédiatrie, c'est relativement, c'est presque constant. Donc oui, c'est un élément auquel on doit faire attention. Et donc pour répondre à la question sur l'intérêt de l'échographie, il est, si on cherche à moduler son indication, ses modalités de traitement, et donc si j'ai bien compris, vous faites à titre systématique le dédoublement de Jornet. Oui. Et avec un suivi de 29 mois, et avec, sur 60 patients, vous en avez repris 4 pour des insuffisances d'efficacité, mais vous en avez repris 2 pour des complications. Non, ils sont dedans. Enfin, en fait, celui qui avait une arachnoïde au sel, il a été repris aussi parce qu'il était symptomatique. Donc, donc on tourne au taux de rechirurgie qui est, voilà. Moi, je reste perplexe parce que moi, j'ai 10%, et pourtant, je délivre la journée, et pas de façon systématique. Donc, je ne suis pas certain que le dédoublement fonctionne pour tous. Voilà, je ne suis pas certain d'avoir les bons critères, puisque finalement, in fine, j'ai le même taux de réintervention pour insuffisance d'effet que tout le monde. C'est que je suis d'accord sur le fait que les suites opératoires, clairement, sont plus simples. Il y a un... Le suivi, il faut qu'il soit long. Oui. Après, ils ont une IR manuelle. Voilà. Assez loin. Et pour les critères, à titre de raison, moi, c'est effectivement des échographies qui vont être séquentielles au fur et à mesure du geste. C'est-à-dire que par définition, il y a plusieurs publications qui ont montré que quand on analyse la fausse poste à un sous-âgé en ventrale versus en décubitus dorsale réveillé, les critères ne vont pas exactement être les mêmes, donc déjà l'anatomie va être changée. Donc c'est séquentiel. Moi, mon critère, c'est j'ai amélioré au fur et à mesure de mon geste. Je visualise une remontée des amygdales, je visualise un orifice inférieur du quatrième ventricule, je visualise des espaces arachnoïdiens rétrocérébrés. Si j'obtiens ça, c'était l'objectif. Pour autant, j'ai des reprises sur insuffisance d'effet après simple dédoublement. Pour l'instant, sur l'autorité, on utilise plus comme valeur négative. Oui. C'est-à-dire que quand tu l'as pas, tu vas continuer ton geste. Oui. Quand tu l'as pas, tu t'arrêtes, mais ça va te faire autant que ça va. Exactement. C'est-à-dire pour moi, c'est de dire, pour répondre à la question des complications qu'on peut tous avoir sur les ouvertures et les plasticurales, au moins je l'ai fait parce qu'à l'étape d'avant, j'avais rien changé à mes objectifs d'amélioration intra-opératoire. Voilà, mais je ne sais pas dire si ces critères sont pertinents à valider de s'arrêter. Ils le sont probablement à l'arrière-pensée de ne pas s'arrêter. Elzo ? À vous écouter, j'ai l'impression que la technique que tu me décris compte beaucoup. On a tous appris qu'il y avait 2 couches dans la journée, et puis sinus entre les deux.
il y a quelques années, a été décrite une troisième couche de dur-mer, qui a à peu près l'épaisseur de l'arachnoïde. Et de ce que tu décris, en fait, tu ne laisses que cette fameuse troisième couche durale, celle d'ailleurs, il y a pas eu nom français qui a été donné. Et peut-être que ça change en partie le résultat. C'est-à-dire que le fait vraiment d'aller enlever finalement les deux couches princeps, crânienne, et de ne laisser que cette couche-là qui est une couche cellulaire, parce qu'on le voyait bien sur ta vidéo, on a l'impression qu'il y a juste du papier. Ah, mais c'est transparent à la fin. Hein. Bon, pour le coup, sur un film, ça passe pas forcément, mais effectivement, systématiquement, il y a quelqu'un qui te pose la question, mais là, tu es sur l'arachnoïde, quoi. Donc. On voyait par transparence sur votre vidéo assez bien le cortex cérébelleux. D'ailleurs, l'une des tendances dans le service, elle est quand même de réduire de beaucoup l'exposition, l'ouverture osseuse, et puis de faire une incision plutôt verticale, du bas vers le haut au niveau dural, sans remonter forcément très haut, parce qu'en fait, le maximum de conflit, il est au niveau vraiment C0C1. Ok, d'autres questions, remarques? Merci beaucoup.